Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième chronique en présence de mon invité Léna Aubry, traumathérapeute. Bonjour Léna. Bonjour Stéphane. Alors aujourd'hui, nous allons aborder les questions fréquentes sur les dynamiques traumatiques, leurs mécanismes, les réactions, les pistes de compréhension. Alors, quels sont selon votre expérience les mécanismes de défense les plus fréquemment observés chez les personnes ayant vécu des traumatismes et comment votre approche psychoneurosomatique les prend-elle en compte? Face au traumatisme, notre système de survie fait ce qu'il peut pour nous protéger. Donc, il réagit très vite et en dehors de notre contrôle conscient. Et donc, ces mécanismes sont tout d'abord la fuite, hein. Donc là, nous avons tendance à éviter les situations, les personnes ou les souvenirs qui peuvent rappeler un danger, une menace, donc souvent de rejet. Et puis cela peut ressembler à oui, de la procrastination ou alors le fait de s'isoler, de plus avoir de nouvelles de cette personne, hum, ou une vie, oui, un peu à côté de soi. Deuxième mécanisme, c'est la lutte. La lutte, donc là, on est dans une surréaction, donc on se met en colère, on veut contrôler, on veut tout maîtriser, y compris nos émotions. Troisième mécanisme, le figement. Donc là, on est dans une sensation plutôt d'être oui, d'être bloqué, incapable de parler, de bouger, d'agir. C'est une forme d'impuissance. Donc on est là, mais on est absent. Et puis enfin, quatrième mécanisme, qui est celui de la soumission. On appelle aussi la réponse du fan. Puisque là, on va devoir s'adapter, on va devoir plaire ou complaire, dire oui alors qu'on pense non, et puis séduire aussi. Donc ce mécanisme-là est très fréquent chez les personnes ayant vécu un traumatisme relationnel, un traumatisme de l'attachement, mais aussi d'abus émotionnels, physiques et sexuels. Et dans l'approche psychoneurosomatique, ces réactions sont perçues non pas comme oui, des faiblesses, mais comme des stratégies très intelligentes mises en place par le corps pour survivre à une menace, un danger. Donc, elles ne sont pas là pour nous saboter, mais pour nous protéger et parfois de manière malheureusement très extrême. Et j'aimerais faire un focus particulier sur le mécanisme de soumission et plus précisément sur celui de la complaisance et de la séduction. Car il est encore aujourd'hui extrêmement insupportable d'entendre, malgré les avancées des connaissances sur, oui, sur le trauma, sur des victimes d'agressions sexuelles, se faire culpabiliser, puisqu'on leur dit qu'elles n'ont pas dit non, ou qu'elles n'ont pas crié, ou alors qu'elles se sont laissées faire, comme si leur immobilité, leur absence de réaction, ou même une apparente coopération étaient des signes de consentement. Alors qu'en réalité, oui, leur système nerveux a simplement activé le seul mode de survie possible à ce moment-là, qui est celui de se taire, de séduire, d'obéir et de s'effacer. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une complicité, c'est une stratégie de survie instinctive. Les réactions face à un trauma peuvent être très diverses. Comment votre approche aide-t-elle à comprendre la logique derrière ces différentes réactions, que ce soit la fuite, la lutte, l'immobilisation, en lien avec le système nerveux autonome? Notre système nerveux autonome, c'est avant tout celui qui gère notre respiration, notre rythme cardiaque, notre digestion et puis tout un tas de processus intracellulaires. Et puis c'est aussi donc le siège de nos réflexes de survie, de nos instincts de survie. Donc il a un rôle fondamental puisque il détecte si nous sommes en sécurité ou en danger.
Et donc, selon cette évaluation, il déclenche une réponse automatique. Si le danger est modéré, c'est le nerf sympathique qui s'active. Donc là, nous avons la réaction de fuite, et si la fuite n'est pas possible, une réaction de lutte. Mais si le danger est perçu comme écrasant, eh bien, c'est le système parasympathique dorsal qui prend le relais. C'est lui qui s'active et qui active en même temps cet état de figement, de dissociation, hein, ou oui, d'anesthésie émotionnelle. Donc, ces réponses ne sont pas choisies volontairement, hein. C'est un peu comme, oui, si vous étiez dans un immeuble en feu, hein, vous ne décidez pas de courir ou de crier, eh bien, c'est votre corps qui le fait pour vous, hein. Et le problème, c'est que dans un contexte post-traumatique, eh bien, ce système, il reste en hypervigilance chronique. Il perçoit donc des dangers là où il n'y en a plus, hein. Il continue euh, à envoyer des signaux d'alerte, même quand la situation est objectivement sans risque. Et donc, l'approche psychoneurosomatique, elle, aide à retrouver une régulation naturelle, hein. On ne coupe pas le système d'alarme, mais on lui apprend doucement à faire la différence entre le passé et le présent. Vous évoquez l'importance de comprendre les racines psychosomatiques des troubles. Quelles sont les questions les plus fréquentes que vous entendez concernant le lien entre les expériences de vie et les manifestations physiques ou psychologiques post-traumatiques? Alors, une question, oui, qui revient souvent est est-ce que mes douleurs chroniques ou mes blocages émotionnels peuvent venir de mon passé? Et la réponse est oui, très souvent oui, hein, sans être réducteur, hein, ou psychologisant, mais beaucoup de symptômes ont une composante somato-émotionnelle, c'est-à-dire qu'ils expriment, hein, dans le corps ce que la psyché n'a pas pu traiter. Un exemple classique, une personne qui a vécu peut-être de nombreuses ruptures, hein, assez brutales dans l'enfance, eh bien, va très souvent développer une peur panique de l'abandon, mais aussi des troubles digestifs, des tensions chroniques dans la poitrine, dans le ventre, et puis souvent accompagnées aussi d'insomnie, euh, oui, récurrente. Le corps, il devient alors le théâtre d'un conflit invisible, non, entre donc le besoin de lien, le besoin d'attachement, et puis la peur d'être abandonné. Et c'est pour cette raison, hein, qu'il est essentiel de ne pas séparer les plans, hein, psychique, émotionnel et corporel. Tout parle et tout cherche à retrouver un équilibre. Au-delà de la thérapie, quelles pistes de compréhension et quelles pratiques concrètes pourriez-vous suggérer pour aider les personnes à mieux appréhender les dynamiques traumatiques et à initier un chemin de guérison? Peut-être que je pourrais donner 4 repères simples que je partage aussi souvent aux personnes que j'accompagne. La première, c'est oui, d'écouter son corps avec curiosité et non avec suspicion, hein. Donc, exemple, tiens, j'ai mal à l'estomac quand je vois cette personne. Ok, alors qu'est-ce que ça raconte, ça? Hmm. Et puis, deuxième repère, nommer ce que l'on ressent sans se juger. Donc, il ne s'agit pas de positiver, hein, mais de pouvoir dire, bon, bah là, je me sens figée, j'arrive pas à réagir, je suis, oui, hein, comme un peu sidérée, c'est cette sensation-là, mais c'est OK, hein, c'est une ancienne mémoire qui se rejoue, qui est en train de se rejouer. Troisième repère, s'entourer de personnes qui respectent oui, nos rythmes. On ne peut pas guérir en présence de pression, de jugement, de brutalité.
Non, donc, le lien réparateur, c'est la clé de toute façon. Et puis, quatrième repère, oui, se rappeler que tout comportement a une logique, hein, même si, oui, s'il nous dérange. Hein. Donc, si je m'effondre chaque fois qu'on me critique, ce n'est pas parce que je suis fragile, c'est parce que quelque chose en moi croit que la critique, hein, représente un danger potentiel de rejet. Et donc, en comprenant ça, on peut agir, hein, avec plus de bienveillance envers soi. Merci Léna Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique au cours de laquelle nous évoquerons cette fois la thématique suivante, quand ce qui fait du bien semble menaçant, comprendre les résistances au mieux-être. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Stéphane. Merci.